Merci beaucoup tout d'abord pour KRCP Consulting pour cette invitation qui me fait honneur et grand plaisir. Je suis franchement ravi et honoré de participer à cet échange avec bien sûr des experts, des initiés dans le domaine du management de projets de construction. Pour ce qui me concerne, évidemment, ça ne sera pas un discours ex cathedra, c'est juste un zoom, vraiment un zoom. Qui fait un rappel d'une série de fondamentaux concernant le management de projet. Et donc, je commencerai parce qu'il va falloir bien évidemment gérer le temps pour bien permettre un petit peu la discussion de tout à l'heure entre les experts que vous êtes. Et j'entame en posant une question toute simple pour dire qu'on est tous impliqués dans des projets, d'une manière ou d'une autre. Tout est projet et parce que tout simplement, le projet, c'est l'expression d'une volonté de satisfaire un besoin. Et quelque part, quand on parle de gestion de projet, d'ailleurs, c'est une forme de tension entre le fait de vouloir satisfaire ce besoin, les besoins qui sont illimités, c'est connu, et la manière de les atteindre, c'est-à-dire la mobilisation des ressources et toutes les exigences organisationnelles qui sont illimitées. Donc, c'est une véritable tension. Et là où on se situe, on est finalement devant un projet. Et donc, le projet n'est pas une fin en soi. C'était surtout pour montrer que ce n'est pas l'objectif. Il est mis en œuvre pour atteindre un objectif. Sans vouloir revenir évidemment à toutes les définitions, parce que la littérature est très riche en la matière, toutes les définitions convergent sur le fait que trois éléments doivent être mis en exergue de manière indiscutable, en l'occurrence les aspects délai, qualité et coût, avec tout ce que cela requiert comme moyen pour chaque élément de ce triptyque. Une proposition de montrer les typologies de projets pour dire aussi que quand on parle de projet, on a différentes formes de présentation selon le cycle de vie, le rapport projet-entreprise, parce qu'il est souvent question que c'est l'entreprise qui implique ou qui va aller jusqu'à gérer des projets, ou dans certaines situations, c'est plutôt le contraire. C'est le projet qui va être amené à générer, à susciter et à peut-être justifier la création d'une entreprise, d'une organisation. Selon la nature de l'investissement, ça c'est connu, parce qu'en fait, quand on parle de projet, on parle d'avenir, on parle de futur, et qui dit futur dit investissement, même demain c'est le futur. Alors, quatre principales formes d'investissement, de remplacement lorsqu'il s'agit de remplacer un équipement ancien par un équipement neuf en gardant les mêmes caractéristiques techniques. Ensuite, vous avez les trois autres qui obéissent au fait que l'investissement, c'est quoi? C'est le fait de vouloir entretenir ou améliorer des capacités de production dans un processus cumulatif. C'est ça un petit peu la définition très générique de l'investissement. Et là, quand on parle de modernisation, c'est un investissement qui a pour objectif d'améliorer évidemment des capacités de production dans le sens essentiellement et pas seulement, essentiellement de réduction des coûts. Quand on recourt un petit peu à la robotisation à travers certains matériaux, on est en train de vouloir un petit peu réduire certaines ressources. Diversification ou expansion, c'est toujours un souci d'amélioration des capacités, mais dans une optique de faire face à une demande qui s'intensifie. Et enfin, stratégique, le mot stratégique fait peur, mais en fait, quand on parle d'investissement stratégique, on se situe dans une logique qui consiste à ce que le projet réponde à des préoccupations, surtout de la collectivité. C'est-à-dire que dans certaines situations, l'investissement est dit stratégique parce qu'il peut ne pas être rentable d'un point de vue financier, parce qu'il correspond à d'autres considérations. La chronologie des flux de trésorerie, évidemment, c'est un petit peu le va-et-vient entre les recettes et les dépenses. Vous avez des investissements qui sont point input, point output, c'est-à-dire une dépense initiale à un instant T0 et une recette finale à l'instant Tn. Entre-temps, on n'a pas idée, on n'a pas la volonté, en tout cas, de pouvoir
justifier telle forme de dépense parce que les dépenses continuent naturellement. Point input continuous output, c'est le fait de pouvoir disposer d'un projet qui a une dépense à l'instant T0, instantanée, dépenses d'investissement en l'occurrence, et puis plein de recettes qui continuent. On rencontre ça dans beaucoup de projets parce que si on veut réaliser une cimenterie dans 5 ans, évidemment, si on se fixe l'objectif de 5000 tonnes en 5 ans, ça voudrait dire que la première année, on pourrait avoir 1000 tonnes, deuxième année 2000, troisième année 3000, etc. Et chaque production fait valoir, si vous voulez, une certaine recette. Donc, c'est le continuous output. Et dans la troisième situation, c'est le contraire. Vous avez des recettes qui anticipent la dépense. C'est un petit peu pour justifier en quelque sorte la mise de fonds. Et on rencontre souvent dans des projets qui ont un caractère assurantiel, dans des projets de construction de logements aussi. Degré de contractualisation, c'est une autre typologie qui est proposée. Bon, et bien évidemment, elle a existé à un certain moment, elle continue d'exister, mais maintenant on est à l'ère des PPP, partenariats public-privé. Mais il est bon de rappeler que, en termes de contractualisation, on dispose des projets dits clés en main, c'est-à-dire que le fournisseur, celui qui réalise un petit peu l'investissement, le projet, il se contente de terminer l'ouvrage et de remettre au client, et remettre, j'allais dire physiquement, les clés, sans aller jusqu'à l'accompagner dans l'histoire d'entretien, de maintenance, etc. Produit en main, c'est un peu supérieur à cela, donc il peut l'assister un peu plus longtemps, y compris dans les services après-vente. Marché en main, bon, ça n'existe pas en tant que tel, on est à l'ère de la mondialisation. C'est lorsque un projet, le fournisseur, le réalisateur du projet, va jusqu'à accompagner le bénéficiaire, le client, si vous voulez, de l'écoulement du produit lui-même. Vous avez aussi une typologie qui a trait à la relation interentreprises. Trois principales typologies, des projets qui sont compatibles. Ça veut dire quoi compatible? Ça veut dire qu'ils peuvent se réaliser en même temps. La réalisation de l'un n'influe pas sur la réalisation ou la non-réalisation de l'autre, et donc y compris la rentabilité. Par contre, la deuxième typologie qui, elle, porte sur les relations de projets mutuellement exclusifs, ça veut dire que ce sont deux ou plusieurs projets qui ne peuvent pas coexister, qui ne peuvent pas cohabiter. Et là, c'est l'explication de ce qu'on appelle les variantes. Quand vous avez affaire à des variantes, et surtout des variantes technologiques dont on va parler un peu plus tout à l'heure, c'est l'une ou l'autre variante. Technologiquement parlant, surtout, ces projets ne peuvent pas coexister. Et puis, troisième type, c'est des projets contingents. C'est des projets contingents, tout simplement, ça veut dire qu'ils sont complémentaires. Complémentaires soit d'un point de vue commercial, en termes de mise en œuvre, de matérialisation de l'objectif de marketing, ou alors complémentaires sur le plan technique. Et là, il y a beaucoup de projets qui sont contingents, vous allez me dire, la majorité des projets. Et puis, il y a d'autres typologies, l'investissement, projet dans la dimension internationale. Je ne crois pas qu'il faille revenir à toutes ces formes-là, c'est connu. Il y a les typologies qui portent sur l'activité économique, bien sûr. Le projet, quand il est agricole, n'est pas le même projet quand il est industriel ou dans les services, que selon la taille, évidemment, et la colocalisation aussi a son importance. Les composants de projet, parce que là, vous savez que la conduite d'un projet repose sur un séquencement chronologique. On doit savoir un petit peu quatre éléments principaux. Tout d'abord, le référentiel. Le référentiel qui, lui, comprend donc les tâches, ce qui doit être fait, c'est ça. Le lot de travaux, c'est l'ensemble des tâches homogènes et en tout cas qui sont très fortement liées et qui nécessitent des articulations très coordonnées. Bien évidemment, le planning est important. Les jalons, parce que le jalon est considéré comme même un événement particulier qui marque quand même le début ou la fin d'une partie bien identifiée du projet. Bien sûr qu'il est associé à une date précise, donc c'est un repère intéressant et significatif. Vous avez les livrables, évidemment, parce que la conduite d'un projet débouche sur un produit, un service,
une nouvelle organisation, et cette finalité est appelée livrable. C'est un résultat tangible d'une production réelle, appréhendable et qui en fait est mesurable et qui est surtout attendu par le client. Et on est bien conscient qu'un projet peut avoir plusieurs livrables. Vous avez le périmètre évidemment, les interactions entre programme et portefeuille, le projet avec programme et portefeuille, parce qu'on sait ce que c'est qu'un projet. Le programme, lui, c'est un groupe de projets qui sont liés, j'allais dire organiquement, et qui sont conduits de façon coordonnée afin d'en obtenir un résultat global que ne permettrait pas un management indépendant de chacun d'eux. Donc, c'est une série d'opérations. Il peut comporter un certain nombre d'activités qui ont un caractère cyclique ou répétitif. Alors que le portefeuille, lui, il a une dimension tout autre. C'est un ensemble de projets et ou de programmes qui ne sont pas nécessairement liés en revanche, mais qui sont réunis essentiellement dans un but de contrôle, de coordination, d'optimisation. Le portefeuille peut se situer à un niveau supérieur, à un métaniveau, à un niveau ministériel, et qui se déroule dans une logique pluriannuelle. Autrement dit, un organisme, par exemple, peut disposer de plusieurs portefeuilles, même si dans son portefeuille, il pourrait y avoir des projets qui ne sont pas encore enclenchés. La deuxième grande dimension, deuxième composante, c'est le tableau de bord. Il faut qu'on dispose d'un tableau de bord. Je n'ai pas besoin de rappeler l'importance du tableau de bord dans toute action, j'allais dire, d'organisation. C'est le fait d'identifier valablement des indicateurs de pilotage, de performance, de configuration, des indicateurs propres au délai, et coût et avancement. L'équipe de projet est aussi importante parce que tout simplement, c'est une équipe qui va être gagnante ou perdante. Vous avez donc trois types de compétences, des compétences dites individuelles ou comportementales qui abordent, elles, les connaissances, les savoir-faire, les aptitudes qui sont acquises grâce à l'expérience. Vous avez des compétences d'équipe, c'est-à-dire techniques, qui, elles, abordent plutôt la performance collective des individus qui doivent agir, bien sûr, ensemble et dans un même but. Et vous avez des compétences d'ordre organisationnel ou plutôt contextuelles qui, elles, s'intéressent aux aptitudes, si vous voulez, aux aptitudes stratégiques d'une unité autonome de personnes qui travaillent en même temps dans un contexte particulier. Et enfin, vous avez, dans les composants de projet indiscutables, c'est le plan de communication. Un plan de communication est important et qui implique bien sûr une définition d'une charte et des relations de responsabilité, le mode de représentation des services et spécialités, l'implantation géographique et surtout des besoins en information externe parce qu'on est bombardé d'informations externes, mais il va falloir un petit peu savoir faire le tri et bien traiter et procéder par la suite à la communication adéquate. J'ai ici dans cette diapositive voulu montrer un petit peu les relations entre portefeuille, programme et projet. En fait, cette relation se manifeste par le fait qu'il s'agit de management approprié. Vous parlez de management de projet et donc dans le management des projets, ça voudrait dire qu'il appartient à un programme et il appartient ou pas à un portefeuille. Mais en tout état de cause, ce management de projet, c'est une série d'opérations qu'il va falloir prendre en considération dans une logique de stratégie organisationnelle. La nécessité de prendre en compte beaucoup d'influences, comme vous êtes en train de le voir, et puis dans un projet, dans les différents référentiels, en tout cas on en fait cas, il y a plusieurs processus. Ici, vous voyez, vous regardez qu'il y a au moins 9 processus importants. Processus de l'intégration, des coûts, du contenu, processus des délais, de la qualité, des ressources humaines, des risques, des approvisionnements et des parties prenantes qui sont, dans certains projets, très influentes. Alors, tous ces processus doivent être analysés avec beaucoup de précision et de doigté. 5 types en ce qui concerne les modes d'organisation. Là, je vais juste passer en revue un petit peu les principaux, notamment la structure fonctionnelle.
comme vous êtes en train de le voir. En fait, la représentation de la structure fonctionnelle, elle est caractéristique du fait que le projet, la responsabilité du projet est confiée à une unité administrative et puis la nature de ce projet coïncide assez souvent avec quand même l'expérience du chef de projet. Mais ce mode d'organisation fonctionnelle pourrait quand même susciter certains conflits de priorité, même si les liaisons hiérarchiques semblent être claires, mais parce qu'il y a une certaine prééminence, si vous voulez, en termes d'organisation du directeur général, ça pourrait entraîner certains conflits, comme je viens de le préciser. Le deuxième type, la deuxième forme d'organisation, c'est la task force, que beaucoup connaissent. On la considère comme une structure de gestion plutôt temporaire, puisque l'intérêt, c'est que le chef de projet, de même niveau hiérarchique que des directeurs, sont placés au même titre de l'action. Donc, vous avez le chef de projet qui se situe au même niveau que les directeurs un petit peu fonctionnels, qui sont bien évidemment tous sous la direction générale, mais le chef de projet dispose, à l'avantage des autres structures, une équipe de projet. Troisième type, c'est la structure matricielle. Bon, c'est un petit peu comme la task force, mais qui est utilisée de façon systématique pour réaliser des projets multidisciplinaires. Quand même, il faut relever son avantage, c'est qu'elle permet une grande efficacité d'utilisation des ressources, quand même une visibilité élevée, et puis les chefs de projet sont surtout des spécialistes dans leur domaine respectif. Les deux autres banques, vous avez par projet et par, comme vous êtes en train de le voir, c'est-à-dire chaque responsable dans l'organigramme dispose lui-même de son équipe projet. C'est une structuration par projet ou par produit. J'ai dit par projet ou par produit. Je vais un peu vite parce qu'il faut gérer le temps. Le phasage projet. Je considère que le phasage projet est un moment clé dans le management de projet. Bien sûr qu'il y a plusieurs formes de représentation. Pour ma part, je miserai sur trois phases principales. Vous avez une première phase indispensable, très importante, qui est la maturation. C'est une phase de maturation, c'est une phase qu'on appelle aussi préévaluation, de faisabilité, de factibilité, une deuxième grande phase de réalisation et une troisième grande phase d'achèvement-clôture. Alors, pour la première phase, elle-même comporte 5 stades. Pourquoi? Parce qu'il faut bien avoir à l'esprit que tout projet, il n'y a pas une seule façon de faire un projet. Il y a au moins 2 variantes. Donc, dans un premier moment, il s'agit de construire les variantes. Alors, la construction des variantes, ça consiste à si vous voulez, faire état de 5 stades. Le premier stade, c'est l'étude de marché. Je ne crois pas qu'il faille revenir un petit peu au contenu de l'étude de marché. C'est tout simplement l'étude de l'offre et de la demande. Mais de manière passée, présent et future. Parce que dans l'étude de marché, on a besoin de faire des études prévisionnelles. Ce qui importe surtout dans l'étude de marché, bien sûr qu'il y a un focus sur les aspects offres, notamment les volumes physiques, les prix y afférents, mais c'est surtout la demande. La demande est très importante à prendre en considération dans l'étude de marché parce que les déterminants de la demande vont nous permettre, si vous voulez, de passer en revue tous les facteurs qui influent sur cette demande. Et très souvent, pour certains projets, on a recours carrément à des enquêtes pour pouvoir expliciter et justifier tel ou tel format de la demande. Les études techniques, elles, portent sur, essentiellement, c'est des études techniques ou technologiques qui portent sur le dimensionnement et qui permettent de nous dire quel est un petit peu l'état des capacités de production installées au potentiel, quelle est un petit peu la situation en matière de site, le site de production, l'emplacement du projet lui-même est important. Et puis l'intérêt de ces études techniques, ce sont elles qui vont nous déterminer les variantes technologiques
qui nous permettront de différencier d'un projet à un autre, la façon de faire. L'échéancier financier prévisionnel, bien sûr, c'est un petit peu un état comptable financier qui nous permet de montrer la chronologie des recettes et des dépenses en dégageant, en montrant un petit peu comment se présente le cash flow et à quel moment. Bien sûr, en déterminant précisément la mise de fonds initiale, à quel moment elle se fait. Les conditions juridiques, fiscales, financières, bien sûr, c'est tout le cadrage réglementaire, à la fois sur le plan juridique, sur le plan fiscal, parce qu'il peut y avoir des projets qui ouvrent droit à des bonifications ou pas, financières, parce qu'il faut tenir compte un petit peu du marché des capitaux. Est-ce que c'est des projets qui sont viables, qui permettent une certaine, si vous voulez, visibilité financière? Et puis l'encadrement humain, bien évidemment, c'est toute la panoplie de tout l'aspect relatif à l'encadrement, c'est-à-dire les qualifications, les compétences nécessaires, requises, etc. Tout ça se fait, bien sûr, dans une logique d'opportunité. Deuxième, toujours dans la phase maturation, on passe à maintenant la comparaison des variantes. Après avoir fait cette analyse des 5 stades dont j'ai parlé maintenant, la façon de comparer se fait entre autres, et pas seulement, entre autres, à travers l'évaluation de la rentabilité financière, c'est-à-dire une critériologie de rentabilité nous permettra quand même de trancher, en plus un petit peu bien sûr des avis des experts qui sont là. En tout état de cause, cette évaluation, puisqu'elle est dans la première phase, c'est-à-dire la phase d'étude de marché, elle va devoir s'appuyer sur 4 paliers. La cohérence. Quand on dit cohérence, c'est quoi? C'est le fait de faire le rapport entre les objectifs et les moyens. L'efficacité, c'est un rapport entre les objectifs et les résultats. L'efficience, c'est le rapport entre les moyens et les résultats. Et enfin, la pertinence, c'est le rapport entre les objectifs et les contraintes. Alors, ces 4 paliers doivent être pris en compte en même temps. Sinon, c'est une évaluation, si vous voulez, un petit peu qui est largement, enfin, un petit peu biaisée. Deuxième grande phase, c'est la phase de réalisation à travers 3 temps forts. Donc, la négociation, parce qu'il s'agit de cela, comment pouvoir disposer d'un projet. Donc, il y a un va-et-vient entre donc, un appel d'offres, ensuite des soumissionnaires qui s'affichent, entrée en vigueur du contrat, parce qu'il s'agit d'un contrat. Quand la négociation se termine, cela voudrait dire qu'on est tombé d'accord sur celui qui va réaliser ce projet. Mais pour qu'il puisse le faire, il va falloir qu'il dispose d'une série d'autorisations d'ordre administratif, financier. Et puis, à l'achèvement du projet, il va falloir tenir compte un petit peu de l'organisation qui a été prise en compte dans ce projet, la nécessité de redéployer le personnel, comment procéder au transfert de patrimoine, tous ces aspects doivent être pris en compte. Je vais quand même rappeler que dans cette phase aussi, il est important de tenir compte des responsabilités des intervenants, qu'il s'agisse d'une réalisation d'un projet en régie, c'est-à-dire avec des effectifs propres, ou à contrat, c'est-à-dire faire appel un petit peu à un mandataire. Mais le problème potentiel se pose en régie parce que c'est pas évident qu'une même personne puisse jouer les 2 rôles qui sont souvent contradictoires. Autrement dit, le rôle du promoteur et du mandataire. Le promoteur, qu'est-ce qu'il attend? Le promoteur, il est toujours pressé. Il veut coûte que son projet se réalise, n'est-ce pas? Alors que le mandataire, il peut se trouver devant des contraintes qui sont inattendues. Le mandat, bien sûr, je n'ai pas besoin de rappeler qu'il comporte un devis technique et qui tient compte des contraintes de temps, de coût et de qualité. 4 types de planification sont menée par le mandataire, la planification, comme vous êtes en train de le voir, donc structurelle, organisationnelle, opérationnelle et budgétaire. Troisième, dernière grande phase, c'est la phase de post-évaluation. C'est le fait de, ça y est, j'ai terminé mon projet, je dois me référer à un tableau de bord qui me permet de disposer d'un bilan à travers des indicateurs témoins, des facteurs clés de succès et surtout faire ressortir des écarts. En distinguant bien sûr 3 aspects. L'imprévu, parce que dans les écarts, il y a l'imprévu, c'est-à-dire montrer si l'événement est non identifiable. Et aussi l'aléa, c'est montrer aussi si l'événement est identifiable,
mais avec une probabilité d'occurrence qui n'est pas quantifiable. Et enfin, le risque, c'est de montrer que l'événement est quantifiable, qu'il s'agisse d'un risque pur ou d'un risque spéculatif. Je rappelle que le risque pur, c'est un risque qui est soudain, qui ne peut pas être appréhendé et qui est difficilement mesurable en fait, comme les catastrophes naturelles. Alors que le risque spéculatif, c'est le risque, j'allais dire, connu de tous les jours. Nécessité dans cette post-évaluation de faire état d'un retour d'expérience, d'une meilleure identification des contraintes, surtout d'une capitalisation, appropriation et archivage, ce qui nous manque souvent dans les projets, et puis songer à de nouveaux projets dans une logique évidemment meilleure. Voilà une autre présentation des cycles. Là, on dispose de 5 étapes. C'est aussi valable que la première. Je vais passer rapidement au dernier aspect qui porte sur le management des ressources, délais et coûts. Alors, je vais aller rapidement parce qu'il faut aussi, encore une fois, gérer le temps. Vous avez un petit peu des outils opérationnels qui s'appellent PBS, WBS, etc. Alors, le PBS, rapidement, c'est une déclinaison du projet en une arborescence de produits. Donc, l'idée, c'est le produit qui est pris en compte. Donc, on décompose le projet en produits. Des produits, bien sûr, qui sont cohérents, que ce soit de manière technologique, géographique ou temporelle. Vous avez le WBS, le Work Breakdown Structure, qui est le plus répandu en fait, qui est une décomposition arborescente des tâches à effectuer. Et vous avez aussi le PERT et le Gantt, qui sont des outils dans l'ordonnancement et que je vais rappeler aussi dans l'ordonnancement un peu plus loin. Vous avez l'OBS aussi qui fait le lien entre les tâches et les personnes physiques et morales. Vous avez le RBS qui en fait permet de recenser les besoins, les ressources et les ressources surtout critiques. Et vous avez enfin le CBS, c'est un processus tout simplement d'affectation des coûts aux différentes tâches qui sont identifiées dans le WBS. La segmentation de projet, je vais devoir terminer rapidement. La segmentation de projet, évidemment, est importante pour pouvoir organiser. Je crois que ceux qui vont me suivre vont parler de manière plus laborieuse sur ces aspects parce que c'est des aspects terrain, concrets. Pourquoi la segmentation? Pour ma part, 2 éléments. Pour identifier le contenu du projet, évidemment, et aussi pour préparer l'organisation du projet. On ne peut pas se permettre de réaliser, n'est-ce pas, un projet sans procéder à une segmentation appropriée. Vous avez bien sûr une façon de faire, c'est-à-dire le processus d'instauration du découpage, comment faire établir par le chef de projet une première ébauche, si vous voulez, du WBS en descendant jusqu'à un niveau de détail qui lui convient pour contrôler son projet. Comment, deuxième moment, c'est aboutir à un consensus. Un consensus, bien sûr, après avoir conforté les propositions du WBS, avec qui? Avec les différents responsables techniques qui sont amenés à intervenir. Troisième élément, c'est afficher toutes les tâches, etc. Et enfin, quatrièmement, expliciter une carte d'identité pour chaque activité, c'est-à-dire pour chaque activité, il s'agit d'identifier son responsable, la configuration de référence, l'estimation des ressources, l'ordre du travail, le code des coûts, etc. Fiche de tâche, un exemple de fiche de tâche. Vous avez ici des processus relatifs à la coordination qui sont connus dans les référentiels, notamment ici le référentiel IPMA, avec ses 4 moments forts. La même chose pour les délais. Pour l'ordonnancement, je ne crois pas aussi qu'il faille revenir de manière très nourrie sur un petit peu les outils dont j'ai parlé, en l'occurrence le Gantt et le PERT, mais je dois respecter quand même 4 contraintes qui portent sur la succession, c'est-à-dire que vous avez une opération J qui ne peut commencer que lorsque l'opération I est terminée, de localisation dans le temps, c'est-à-dire qu'une opération doit être achevée à telle date ou au contraire, son exécution ne peut commencer avant telle date précise. Disjonctive, c'est-à-dire que 2 opérations M et N ne peuvent être réalisées en même temps. Et enfin, contrainte cumulative, c'est le fait d'avoir un cumul des ressources qui sont utilisées à un instant donné
et qui ne doit en aucun cas excéder les ressources disponibles. Alors, avec ces contraintes-là, bien sûr, vous avez donc les outils qui sont, je viens de le répéter, qui sont mis en œuvre à travers des logiciels. Le Gantt est intéressant parce qu'il nous permet surtout, à travers un jalonnement au plus tôt, de faire ressortir toutes les marges possibles, tous les flottements, ce qu'on appelle les flottements. Et d'ailleurs, grâce à cette façon de faire ressortir les flottements, on pourra bien sûr effectuer un jalonnement au plus tard. Donc le Gantt est intéressant. Le PERT, donc la technique PERT, elle est nettement plus élaborée puisqu'elle identifie le chemin critique. Je rappelle que le chemin critique est considéré, il se rapporte à la durée des tâches la plus longue. D'ailleurs, c'est sur ce chemin que se trouvent les solutions pour réduire éventuellement la durée du projet. Et puis, c'est un point important parce qu'il permet au chef de projet de négocier avec les responsables sur un petit peu la tâche qui se trouve sur le chemin critique. Donc, une discussion peut se porter sur ça. Donc, le PERT est aussi important parce qu'il intègre toutes les données relatives aux dates, aux coûts, aux ressources pour chaque tâche. Il y a des logiciels fort élaborés pour cela. Le nivellement et lissage, alors, c'est important d'en tenir compte parce qu'en fait, quand on parle de nivellement, la durée du projet doit changer. Elle doit changer, même si les ressources ne le sont pas. C'est-à-dire qu'on ne touche pas aux ressources, alors que la durée peut, elle, changer. On peut autoriser, si vous voulez, un certain décalage pour des raisons données. Le lissage, c'est le contraire. La durée du projet ne doit pas changer. C'est-à-dire qu'on doit se débrouiller avec les ressources dont on dispose, bien sûr, et puis la durée du projet parce qu'elle est limitée. Il faut résoudre le maximum de problèmes qui sont liés, par exemple, à une utilisation donnée des ressources. La durée du projet ne doit pas changer dans tous les cas. Le management des coûts, vous avez donc 4 étapes principales. Donc, planifier le management des coûts, c'est normal, c'est toute la politique qui doit être menée en la matière, les procédures, la documentation, quel type de dépenses. Ensuite, estimer les coûts, c'est évaluer les ressources monétaires nécessaires à l'accomplissement des activités du projet. Et là, on a 3 méthodes principales, analogiques ou dites comparatives, paramétriques et analytiques. Et bien sûr, les initiés connaissent toutes ces méthodes. Déterminer le budget, c'est un processus qui consiste à consolider les coûts estimés de chacune des activités, ou si vous voulez, de chacun des lots de travail, de façon à établir une référence de base des coûts. Et c'est comme ça qu'on dispose d'un budget initial, un budget à date. Et enfin, maîtriser les coûts. Maîtriser les coûts, ça consiste à surveiller l'état du projet dans le but de mettre à jour les coûts du projet et de gérer les modifications qui peuvent affecter la référence de base des coûts. C'est une nouvelle discipline qui s'appelle la coûtenance. Alors, je ne crois pas qu'il faille aussi repartir sur un petit peu cette taxonomie des coûts, mais elle est là. Il faut faire ressortir les différents coûts possibles. Je note seulement qu'un coût se calcule et un prix se décide, parce que c'est le prix qui va être l'instrument de la décision. Et puis, 3 coûts à prendre en compte, comme vous le voyez, le CBTP, coût budgété des travaux planifiés, qui tient compte un petit peu du budget pondéré par l'avancement prévu, le coût réel des travaux effectués qui, lui, porte sur les quantités qui sont réalisées, c'est un petit peu les coûts encourus, puisqu'il tient compte du coût réel. Et enfin, le coût budgété des travaux effectués qui, lui, tient compte du budget pondéré cette fois par l'avancement réel. Vous avez des indicateurs d'écart que vous êtes en train de voir. Donc, vous avez des indicateurs délai, vous avez des indicateurs de coût et vous avez des indicateurs de ressources. Vous avez enfin des indicateurs de performance. C'est le fait de rapporter le CBTE au CBTP, ça nous donne une idée sur la performance en termes de délai, ce qu'on appelle le taux de réalisation. Le CBTE rapporté au CRTE, lui, fait référence à la productivité, c'est ce qu'on appelle l'indice de performance coût. Et enfin, le taux de mobilisation des ressources, le CRTE sur le CBTP. Tous ces instruments nous aident à prendre les bonnes décisions. Ils sont susceptibles et ils sont même encourageables à mettre en exergue au sein d'un tableau de bord qui permettra un petit peu d'apprécier, parce qu'il s'agit, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'indicateurs de pilotage et de performance.
Voilà une représentation un petit peu graphique des différents coûts. Vous remarquerez que le CBTP ne doit pas dépasser un petit peu le budget à date en vert, alors que le CRTE peut se permettre, et ce qui est un petit peu raisonnable. Le plus important, c'est que ça n'aille pas trop loin en termes de délai. Voilà pour ce que j'avais à vous présenter. Excusez-moi si j'ai un petit peu dépassé le temps. Merci beaucoup pour votre attention. Pas de problème, M. Brassim Nassal. Merci beaucoup, on vous remercie pour cette présentation. Donc, vous nous avez donné un peu une vision globale sur le sujet. Je suis sûr qu'il y a encore beaucoup de choses à traiter, des choses à dire. Donc, si l'un de nos intervenants, on a M. Baboré qui est avec nous, Pacha notamment, apparemment on n'a pas eu M. Boudi. Donc, si vous voulez enrichir un peu, poser vos commentaires ou bien poser des questions, n'hésitez pas. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, M. Baboré. Assalamu alaikum. En fait, c'est juste un point de vue, c'est pas proprement des questions, mais c'est juste un point de vue en attendant la présentation des autres intervenants. Mais en fait, je pense que notre problème en Algérie, notamment les projets, la gestion des projets de bâtiment ou bien de construction, c'est en fait la jonction entre la théorie et la réalité. Oui. Moi, à travers ma petite expérience dans ce domaine, nous avons toujours constaté qu'en fait, l'histoire de planification, eh ben, les entreprises ou bien les gens responsables de management ne les croient pas. Ils ne les croient pas. Le planning est souvent présenté comme ça à titre décoratif, en cas de visite, en cas de délégation. Oui. Et le suivi proprement dit, ou bien l'actualisation, ou bien le pilotage proprement dit, comme il l'a bien annoncé le professeur, ne se fait pas. Ça revient peut-être, à mon avis, principalement à la rupture entre le monde universitaire et le monde professionnel. Dans le monde professionnel, on constate l'absence, si vous voulez, d'ingénieurs de planification ou des gens spécialistes en la matière. Celui qui est diplômé ou bien titulaire d'un diplôme en management ou bien en planification, il n'a pas de poste dans notre domaine. Il n'a pas. Celui qui a réussi, peut-être, c'est à cause des circonstances. C'est pas grâce à sa spécialité. Le poste de planificateur ou bien d'organisateur ou bien de manager de projet et non pas de directeur de projet ou bien ça, il n'existe pas. Celui qui attire l'alarme, celui qui est responsable de gérer ou bien de donner une idée sur les indices de performance ou bien les indices de pilotage, il n'existe pas réellement. Moi, j'ai eu la chance de visiter pas mal de grands projets, disons, stratégiques sur un plan national. Ben, comme je vous ai dit, le planning, il est là. On arrive même des fois à constater lors de nos visites des creux flagrants dans les plannings. Ils se rendent même pas compte. Les gars qui le présentent, ils se rendent même pas compte. Donc, je pense que en fait, il faut d'abord cibler, ou bien d'essayer, je sais pas, dans un futur peut-être proche, de trouver une façon de faire ou bien d'adapter ce qui se fait à l'échelle universelle, comme il vient de le présenter, d'essayer de trouver une approche intermédiaire ou bien adapter une façon de faire à notre mode de vie, à notre façon de faire, nous, en Algérie. La majorité des projets, si je dis pas tous, on a des problèmes de dépassement de délai et on ne parle pas de la qualité des travaux. Hein. C'est catastrophique partout, pratiquement. Oui. Et ça, d'une part. D'autre part aussi, il y a l'aspect lourdeur administrative. La lourdeur administrative, elle est là. Moi, dans une petite étude qu'on a fait à un certain moment, nous avons constaté en fait que
le temps qu'on dépense sur la procédure administrative, commençant par la planification du budget et tout ça, jusqu'à la demande, et puis pour la gestion du paiement, le financement, etc., il prend souvent beaucoup plus de temps que le temps spécifié pour la phase d'étude et la phase réalisation proprement dite. Et là, je pense à, comme il vient de présenter le professeur tout à l'heure, c'est qu'en fait, dans la majorité des organisations qui a présenté, en fait, on voit que le directeur opérationnel ou bien le chargé de mission ou bien l'unité productive proprement dite, elle est au même grade que celui qui est responsable de la comptabilité ou bien l'administrateur. Et du coup, il se retrouve à la merci de ces personnes-là. Je pense que c'est une proposition. Je pense que en fait, pour que ça marche très bien, il faut que ces gens-là il faut créer une certaine hiérarchie de façon à ce que l'administrateur ou bien celui qui est responsable des finances, bien des comptabilités, soit en fait sous la responsabilité du directeur de projet, si vous voulez, ou bien le directeur opérationnel, comme vous l'avez cité. Et comme ça, il va se sentir que c'est son soutien et non pas au même grade ou bien même supérieur à ce directeur de façon à ce qu'il devienne un obstacle. Et c'est le cas actuellement. C'est des obstacles en fait et le bon déroulement du projet est principalement, on ne parle pas de la qualification des gens et tout ça, c'est entre autres, mais sinon principalement l'aspect administratif, je pense qu'il a une grande part dans cette histoire de mauvaise, si on peut dire, de mauvaise gestion de nos projets. Tout à fait, monsieur Barbier. J'aurais peut-être d'autres questions. Ouais, bonjour. Bonjour. Un point de vue. Voilà. Oui, bonjour à tous. Moi, je voulais réagir par rapport à ce qui vient d'être dit là. Ce qu'on dit généralement, un bon maître d'ouvrage fait un bon projet. C'est la base d'une opération réussie. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. Voilà, aujourd'hui, le problème qu'on rencontre, je pense qu'on rencontre en Algérie, c'est des programmes mal définis, un entourage qu'on ne sait pas faire et une maîtrise d'ouvrage. Et un organisme qui veut devenir maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, s'il ne sait pas faire, il délègue. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des institutions qui veulent gérer un projet. Ils ne sont pas organisés ni structurés pour faire ce genre d'opération. Donc, laissons faire d'autres personnes dont c'est le métier. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est vraiment de là que ça part. Après, effectivement, il y a les compétences, il y a les rouages, il y a l'administratif, tout ça. Mais je pense qu'à la base, il y a une vraie volonté économique, politique et décisionnaire d'un maître d'ouvrage qui se dit j'ai besoin d'un équipement, que ce soit du particulier ou d'une institution ou d'un État. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport un peu à ces difficultés aujourd'hui. C'est un problème d'organisation dans le temps, une vraie volonté et un pouvoir qui est donné à des gens qui savent faire. Voilà. Je pense que ces sujets, on va les traiter un peu plus en profondeur dans un petit instant d'ailleurs, avec M. Soumani. Donc, on va traiter d'ailleurs de la planification stratégique. On aura peut-être l'occasion à ce moment-là de revenir sur ce sujet. Donc, je ne sais pas, est-ce que M. Belkacem Nasser a quelque chose à dire par rapport à ça avant de passer à la présentation de M. Khalifa? Oui, tout d'abord, je m'excuse pour un petit peu la rapidité de la présentation parce que vous conviendrez que c'est un exercice délicat de vouloir dire beaucoup de choses, mais je souscris totalement et pleinement à ce qui vient d'être dit par mes chers collègues, que je résumerai par le fait qu'une organisation suppose une bonne appréhension des ressources. Et en la matière, la ressource humaine, parce qu'elle est fondamentale. Ce que je retiens, c'est que, au lieu d'aller vers une identification aussi précise que possible des responsabilités, souvent on se trouve amené à gérer une dilution des responsabilités. Et là, c'est un handicap majeur, effectivement. Je sens un petit peu la touche des experts racés, des gens de terrain qui se sont exprimés. Je pense que leurs interventions maintenant vont être très, très poignantes. Voilà ce que j'avais à dire.